Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux pour cette keynote passionnante qui va être celle donc, de ce mariage d'amour ou de raison entre les célébrités et les réseaux sociaux. Petit point route juste pour vous dire, pour me présenter, donc je suis Elsa Grangier, je suis chroniqueuse au maternel tous les matins sur France 5 et je suis aussi chef d'entreprise depuis 3 ans et demi, donc j'ai une société qui vend du contenu aux marques et qui s'appelle Mum & Friends, voilà, et je suis ravie, comme mes compagnons, de parler de ce sujet-là avec vous, parce que ça déchaîne quand même pas mal les passions, mine de rien, les célébrités et puis les réseaux sociaux. On va en parler. On ne sera pas trop de 5, enfin de 6 en l'occurrence, pour en parler. Avant toute chose, je vais vous présenter quand même les imprésentables, parce qu'on les connaît depuis pas mal de temps quand même, mais un petit point route, surtout vers 19h30, à mon avis, peut être plus que judicieux. Donc, nous allons tout de suite découvrir qui est le premier slide. Merci Régie. Ah, bah non, donc ça c'était moi, mais ça je crois que ça va, on m'a vu assez. Donc comme ça vous voyez, c'est un peu les profils aussi réseaux sociaux de nous tous autour de la table, entre ceux qu'on utilise, ceux qu'on n'utilise pas. Tout le monde n'est pas forcément ni sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous allez le voir. Donc ensuite nous avons Alexia. Alors Alexia, c'est une grande tweetos, puisqu'il y a quand même plus de 73 000 personnes qui vous suivent, Alexia. Et puis Instagram aussi, où Alexia, elle poste pas mal de photos qui sont plus des photos d'ordre personnel et parfois professionnel. Donc Sandrine, alors là, mais 246 000 abonnés Twitter. Après, il y a la queue du cochon à gagner, hein, c'est celui qui a le nombre de fans. Donc qui communique énormément aussi bien sur la promotion des différentes émissions que sur des choses très personnelles aussi qui peuvent arriver dans votre vie. Ensuite, nous avons donc Pauline qui est principalement sur Twitter. Alors, donc Pauline, on la connaît évidemment, c'est un écrivain, une femme politique. Donc, les tweets de Pauline sont... voilà, ça c'est faut le dire aussi, ouais, effectivement. Non, voilà, n'engage qu'elle, mais surtout, voilà, sont des tweets d'humeur, des retweets aussi d'opinion, principalement politiques, et puis aussi des petits coups de pouce, des choses, des coups de cœur qui la marquent dans la vie de tous les jours, qu'elle offre à sa communauté qui la suit assidûment. Et là, on a maintenant les garçons. Ouais. Bah, ouais. Bon, d'accord. Merci, quand même. Donc nous avons, merci, Bruno Berberes qui est là, qu'on connaît bien comme étant un grand directeur artistique et qui a beaucoup travaillé, notamment, qui continue à travailler pour The Voice, mais pas que, beaucoup d'autres choses, les Robins des Bois et autres. Donc Bruno, il est présent sur les 3 réseaux qui nous intéressent aujourd'hui, que sont Facebook, Twitter et Instagram. 150 abonnés. Ah, c'est un faux. Ah, mais ça, on en parlera aussi. Les faux, il y a moins, ouais, bah bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de faux sur Twitter, enfin sur Instagram aussi notamment. Et puis nous avons Anthony, qui nous fait le plaisir d'être là, et d'ailleurs ça se conclura par une petite chanson, exactement, tout à l'heure, donc restez là, restez fidèles. Alors là, c'est la pâtée pour nous tous quand même avec Anthony, faut le dire largement. Près de 80 000 fans sur Facebook, 84 000 sur Twitter. Et alors là, le truc qui m'a le plus surprise, on en parlait tout à l'heure en coulisses, Instagram. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités francophones, je dirais, ou françaises, qui sont présentes sur ce réseau-là, alors que c'est un réseau qui est en train de boomer. Dans le monde, il y a près de 300 millions de membres maintenant sur Instagram, une croissance de plus de 150% en l'espace d'1 an. Donc c'est le réseau sur lequel il faut être dans les prochains mois. Donc voilà, il nous met un peu une sacrée correction, Anthony, là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, moi je voulais vous dire aussi que quand Franck m'a proposé d'animer cette keynote, j'ai foncé, parce que je me suis dit que c'était un sujet qui, effectivement, défrayait un peu la chronique, mais surtout, c'était une véritable révolution, les réseaux sociaux. Vous me dites, vous intervenez. C'est une révolution déjà au niveau de l'information, et ça, on l'a vécu très récemment avec la surinformation dont on a fait l'objet aussi concernant les attentats en France, mais c'est aussi une révolution dans les relations qu'on entretient les uns avec les autres, et les célébrités avec le public en sont aussi une. C'est aussi une révolution marketing, parce qu'on sait exactement ce que vous aimez, ce que vous likez, quelles sont les pages des marques que vous adorez, etc. Donc ça permet aussi aux assidus du marketing de vous adresser les bons messages de plus en plus ciblés pour vous faire consommer. Et puis c'est une révolution de pouvoir, et c'est là que ça nous intéresse pour notamment les célébrités, parce qu'on met du pouvoir là où il y en avait moins ou pas, c'est-à-dire dans les mains du public qui peuvent choisir d'aimer ou de ne pas aimer, de commenter ou de ne pas commenter, et de mettre parfois un joyeux bordel quand même là-dedans.
Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Après, il ne faut pas non plus se fier à un nombre de fans, parce que si les nombres de fans remplissaient les salles de concert, on serait tous ravis, j'imagine. Surtout, je pense à Haim, qui a près de 2 millions de tweetos. Donc là, pour le coup, c'est quand même assez énorme. Et puis, il y a aussi, vous savez, toute cette problématique d'aller acheter des fans à l'étranger, etc. Ça arrive beaucoup, et parfois même sur les comptes des célébrités. En tout cas, voilà... Ça permet aussi de diffuser une information. C'est comme ça que moi j'ai su que Rihanna était de nouveau avec Leonardo DiCaprio. Comme quoi les réseaux sociaux, c'est important de suivre la majeure partie des gens. Et avant de démarrer cette table ronde, je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon des États-Unis pour voir comment ça se passe chez eux et vous donner en fait les champions des réseaux aux États-Unis. Vous savez, vous avez une idée ou pas? Ouais, Barack Obama, Sandrine a raison. Et c'est pas le premier. Non. Je pense que Lady Gaga. Ouais, Anthony a raison, donc Lady Gaga. On n'a qu'un seul micro, en fait, ce serait pas mal que... On a des micros ici aussi. Ah oui, Katy Perry, elle est super, ouais. Voilà, donc on a Katy Perry qui a 55 millions de followers. Donc là, j'ai pris que Twitter. Donc on a pareil Justin Bieber, que vous reconnaissez, lui, il en a 53 millions. Et ensuite, en troisième, seulement Barack Obama, 44 millions. Pour info, François Hollande, il a 850 000 followers. Voilà. En même temps, la France, les États-Unis, c'est pas tout à fait la même population non plus. On est d'accord. Et puis, on a effectivement Lady Gaga avec 41 millions. Donc, je voulais également vous parler de nos amis français. Alors voilà, le trio de tête, c'est Haim, 2 millions, François Hollande, 850 000. Et Sandrine ? Ah bah voilà. Nikos Aliagas. Il a commencé tellement tôt. C'est le précurseur. Non mais moi je me rappelle toujours, je sors de TF1, il me dit il faut absolument que je fasse une photo de toi pour que je le mette sur Twitter. Je dis mais qu'est-ce que tu veux faire une photo de moi? C'est quoi Twitter? Enfin je comprenais rien. Donc il prend une photo de moi, bon très bien. Et genre mais 4 mois après, 5 mois après, je lis un article sur voilà Twitter arrive, etc. Et tout. Mais le mec il était tellement en avance. Ouais, et vous savez comment il avait eu l'info ou non, c'est juste qu'il était geek ou... Parce qu'il s'intéresse à toutes ces choses-là. Il était sur Instagram aussi très tôt. Il fait beaucoup de photos. Oui, il fait beaucoup de photos et donc forcément ça l'intéressait. Donc il s'est dit voilà, c'est une nouvelle manière de communiquer et avec les téléspectateurs et avec tout le monde en général et de pouvoir avoir une prise de parole et d'émettre des opinions et puis de relayer des informations. Donc il y est allé. Et d'être en prise directe avec les gens qui le suivent et qui sont avec lui. Du coup, quand on voit voilà, toutes ces bases de fans, moi j'ai envie de poser une question à Anthony. Ça vous laisse rêveur, Anthony, quand vous voyez qu'une Katy Perry, elle a par exemple 55 millions de followers? C'est la prochaine étape à franchir pour vous ou pas? Il faut franchir déjà l'étape de 100 000 avant d'arriver aux 55 millions. Mais ouais, c'est beau d'avoir tellement de followers. Après, je pense que le plus intéressant, c'est de voir l'interaction des followers. Parfois, on a beaucoup, mais au niveau de l'interaction, c'est ce qui représente vraiment si c'est des vrais followers déjà, s'ils sont actifs ou s'ils dorment. Donc vous, c'est quand même un sujet que vous avez l'air de connaître entre les faux followers. Moi, j'ai fait une licence en marketing, donc je connais. Vous avez pistonné, c'est pour ça. Et je vis ça au quotidien. Twitter, Instagram, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, c'est un truc qui boom en ce moment. Mais c'est très important et ça donne beaucoup de pouvoir. Mais il n'y a pas que des points positifs, il y a beaucoup de points négatifs aussi. Ça permet aux gens de critiquer pour n'importe quoi. Et les critiques, normalement, ça fait des boules de neige beaucoup plus facilement que les bonnes choses. Donc il suffit qu'une personne fait une blague qui fait marrer des gens, même si elle est mauvaise. Et ça va avoir beaucoup plus de retweets et beaucoup plus d'attention que quelque chose de positif. Est-ce que tu as l'impression que Twitter, c'est un petit peu le royaume surtout de la vanne, où on cherche à trouver la bonne vanne en 140 caractères pour être sûr qu'elle va être retweetée un nombre incroyable de fois, même chez les célébrités? Je pense que l'objectif, souvent chez les amateurs de Twitter, c'est d'avoir le plus de retweets, le plus de favoris, le plus de gens intéressés par le tweet. Et du coup, ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour avoir ça. Et il y a des gens qui ont plus que 10-15 comptes. Moi, je sais que parmi mes fans, il y a des fans qui ont 10-15 comptes qui me suivent tous. Donc déjà, il faut enlever ces 15 et compter ce compte comme un compte, parce que c'est pas vraiment 15 personnes, comme tu disais, pour acheter les billets des concerts après. C'est pas 15 comptes, c'est un compte qui représente les 15 comptes. Mais voilà, c'est très intéressant. Et sur Twitter, par exemple, pour Je suis Charlie, le hashtag qui d'ailleurs est le plus utilisé de toute l'histoire de Twitter. 6500 tweets minutes le mercredi. Le deuxième n'est même pas proche d'y être. J'ai trouvé que en ce moment, c'était plutôt positif. Les gens ont pu s'exprimer, même s'il y a eu des bêtises aussi, comme toujours.
Mais ça permet aux gens de s'exprimer, ça permet aux gens aussi, ça, je trouve que c'est un côté négatif, de se cacher derrière l'écran. Ils changent leur pseudo, on ne sait pas c'est qui, ils disent tout n'importe quoi, ils créent des rumeurs. Donc il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Et l'artiste, il faut sûrement savoir à quoi répondre et ne pas répondre. Moi, je trouve ça dur de ne pas répondre parfois. Quand on me lance des pics, j'ai envie de répondre. Mais... On y reviendra. Sandrine, quand vous entendez ce que dit Anthony, c'est un truc que vous partagez, ça, ce côté où c'est un peu la cour des miracles. Il y a un côté d'immédiateté et qui est formidable, qui est juste. Voilà, moi, je vois par exemple pendant des émissions en prime, par exemple pendant Danse avec les stars, parfois, on reçoit tout un tas de messages Twitter. Alors, ça peut aller de la coupe de cheveux au maquillage. Même les miens. Hein. Oui, à je sais pas, une chemise mal boutonnée, bon bah voilà, ça permet de réajuster, de faire des trucs comme ça, ce sont des choses assez légères. Après, ça peut aussi être la cour des miracles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout. Le problème aussi, c'est que maintenant, Twitter se veut aussi être une source d'information pour certains. Et moi, je pense surtout aux enfants qui prennent un petit peu ça pour pour une vérité. Et comme on peut y lire tout et n'importe quoi, faut faire très très attention. Moi, je pense que mon métier d'animatrice, si j'avais 20 ans aujourd'hui, 25 ans, et que je me prenais parfois tout ce que je me prends sur Twitter, c'est très compliqué à gérer. Heureusement que j'ai de la bouteille et que j'arrive à relativiser. Et Anthony, tu le dis parfaitement, c'est les critiques négatives. Quand tout va bien, les gens, rarement, enfin, vous faisons un petit message d'encouragement. Et c'est vrai qu'on retient les critiques négatives, mais parfois, il y a des choses qui sont extrêmement violentes. Donc, de la distance, ne pas répondre. Et puis, pour le côté positif, eh bien, c'est de pouvoir parler directement avec vos fans, même les rencontrer. Moi, c'est m'est arrivé. Ça, c'est un truc que vous faites régulièrement. Ouais, je vais rencontrer des fans de Twitter, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir en accueillir certains sur la tournée de Danse avec les stars en backstage, des followers qui me suivent depuis plusieurs années. J'ai même une histoire où j'ai une follower qui est devenue une amie, vraiment, que je vois. Je suis allée chez elle, elle est venue chez moi. Enfin, c'est une très très belle histoire. Donc il y a des belles histoires aussi. Mais voilà, mais de la mesure, de la réserve, et puis faire très attention à ces prises de parole quand on est entre guillemets une personnalité, parce que voilà, ça peut être mal interprété, déformé. Est-ce que c'est un réflexe que vous avez le matin en vous levant, de regarder votre téléphone portable et vos tweets ou vos messages Facebook? Un réflexe, non. J'y suis pas 24/24, j'y suis beaucoup. Par exemple, pendant les vacances, j'arrive pas mal à couper. Mais je regarde, bon, notamment quand il y a des diffs d'émissions, des choses comme ça, c'est quand même toujours très lié à mon boulot, Twitter. C'est très peu personnel, c'est vraiment... Est-ce que ce que vous postez aussi est souvent lié à votre activité professionnelle? Oui. Ouais, essentiellement, ou alors à mes concerts ou des bricoles ou des choses que je fais. Je ne poste pas de photos de mes vacances ou de choses comme ça, jamais sur Twitter. Puis il y en a, mais je respecte. Non, je ne fais pas de vacances. Mais je regarde régulièrement. Parfois, je me fais insulter, j'ai envie de répondre. Ça m'est arrivé une fois, ça a pris des proportions pas possibles. Donc là, je me dis maintenant, tu fais museau, c'est pas grave, laisse-les s'exciter, même si parfois on a des choses extrêmement violentes. C'est peut-être aussi le problème de l'écrit. Parce que finalement, les réseaux, ça reste... voilà, on peut pas avoir une discussion franche. Oui, c'est le problème de l'écrit. Puis le problème, on est planqué derrière son ordi, donc on y va. On peut tout balancer, il n'y a pas de limite. Et voilà. Heureusement, il y a des modérateurs et parfois, on peut faire bloquer des comptes. Ce qui m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait ça. D'accord. Alors du coup, on parlait aussi des aspects positifs. J'ai envie de donner la parole à Bruno. Est-ce que dans votre métier, c'est aussi un formidable vivier de jeunes talents, parce que j'imagine qu'on doit vous envoyer des petits messages personnels ou autres, vouloir que vous suiviez les gens pour que justement ils puissent avoir accès directement à vous. Ça vous arrive justement d'avoir recruté des talents via les réseaux? Je fais ce métier déjà depuis 15 ans à peu près. J'ai commencé avec les 10 commandements et la Starac 1 avec Alexia. Et ça a complètement révolutionné notre façon de travailler, c'est évident. Je me souviens encore sur les 10 commandements et encore pire sur la Starac 1, les fameux sacs postaux qui arrivaient, tous les manteaux, les cassettes, les trucs. Enfin, il y en avait des tonnes et il fallait ouvrir tout ça, tout écouter, parce que c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc ça, c'était une façon de travailler. Aujourd'hui, je remplace pas une façon de travailler par une autre. Évidemment, j'en parlerai tout de suite, les réseaux sociaux, qui ont pris une grosse part importante, mais je continue à être sur le terrain parce que c'est les réseaux sociaux sans le terrain, sans la vie, et c'est vrai dans tous les métiers, ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun sens. Donc effectivement, les réseaux sociaux, les festivals, les concours de chant, y compris les plus petits, à Clermont-Ferrand, à la sauce à la vanille et à l'andouillette, et en même temps des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus comme Bourges, comme voilà, rien ne remplacera de toute façon expérience prix, le rapport humain. Je fais pas de l'angélisme, mais même les vidéos, même les messages, les artistes sont suffisamment intelligents, surtout les plus mauvais, pour tout truquer. Donc rien de tel que vous avoir en face de moi et dire allez, chante maintenant. Ça c'est une chose. Maintenant, je n'ai pas de compte personnel. J'en ai eu un il y a quelques... Quelqu'un qui est en train de jouer du piano pour toi. Ah.
Si quelqu'un veut passer un casting, c'est maintenant, parce que c'est le terrain, ça aussi. Hein. Donc, avant de parler de mes comptes professionnels, qui sont vraiment exclusivement professionnels, il s'est trompé d'une touche. J'avais un compte, un profil privé que j'ai, il y a 2 ans, annulé, parce que je me suis rendu compte d'un truc qui est tout simple, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir des nouvelles de gens qu'on connaît, mais ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que on a l'impression de s'être vu hier, on est au courant qu'ils ont fait des crêpes la veille, mais on ne se voit plus, on ne se connaît plus, etc. Donc ça, j'ai tout sucré, et c'est exclusivement professionnel. Donc j'ai une page et un profil, ça fait à peu près 20 000 les deux. Je reçois à peu près, en une moyenne sur l'année, 200 messages par jour. J'insiste, je suis toujours derrière, je regarde tout, parce que c'est important. Et le dernier exemple en date, Twitter, je m'en sers moins parce que ce sont des humeurs. Et puis c'est de la promo aussi, des émissions souvent. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est pour bravo, quel casting, super, merci, au revoir. Ouais, pour des couvertures de presse. Qu'est-ce que tu as fait. Enfin, bon. Mais le Twitter est moins pratique pour moi puisque les vidéos et tout ça sur son iPhone, c'est juste un problème. Évidemment, l'outil dont je me sers le plus, c'est YouTube. Et Dailymotion, parce que comme ça on ne fait pas de jaloux. Et VAT aussi. Bouf. Pourquoi ? Parce que ça, c'est avec mes équipes, on est dans une recherche extrêmement active de gens, et c'est toujours pareil, hein, pareil pour Anthony à l'époque de The Voice, les meilleurs se cachent. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et les moins bons s'inscrivent. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais il y a des bons aussi qui s'inscrivent de temps en temps. Hein. Mais ça veut dire, Bruno, qu'en fait, là, c'est vous qui êtes proactif, c'est vous qui allez sur les réseaux pour choper, en fait, la pépite de demain. Exactement. Le dernier exemple en date, pour ceux qui ont suivi l'épisode 2 de The Voice samedi dernier, il y a une jeune fille magnifique, Manon, extrêmement magnifique, qui s'appelle Manon, qui a 16 ans, fille de basketteur, etc., franco-américaine. Comment ? Le papa aussi 2,10 m, la fille 1,85 m, 16 ans, 19 lui a arraché une petite larme même. 19 de moyenne générale en terminale, elle a tout, c'est très injuste, enfin elle a tout cette jeune fille. Cette jeune fille ne s'est pas inscrite à The Voice. C'est le copain, d'un copain, du copain, d'un copain, ami à moi, enfin ami, j'aime pas ça, en plus j'aime pas trop ce ami. En connexion. Inscrit sur mon Facebook, qui m'a dit, mais ça je le reçois tout le temps, tous les jours, et tant mieux d'ailleurs, qui me dit, ah j'ai la copine d'une copine qui chante et tout, oui mon gars, comme d'habitude, envoie, et je demande une petite vidéo. Et le 15 août, le jour de la Sainte-Marie, je reçois cette vidéo de Manon, en Corse, et sans réseaux sociaux, ça aurait été impossible, parce que cette petite Manon n'a jamais chanté en public. Elle pianotait avec ses parents. D'ailleurs, la vidéo est très drôle. Vous mettez Manon Palmer sur YouTube. On la voit vraiment dans la cuisine, quoi. Et là, évidemment, coup de foudre et tout. Les chances de rencontrer Manon Palmer, les chances de rencontrer Manon, qui est vraiment pour moi une artiste énorme. Elle ne sait, tout comme Lilian, le petit fromager. Là, je l'ai rencontrée différemment, hein, sur le terrain et tout. Lilian, c'est une autre façon, c'est-à-dire que dans The Voice, vous avez à peu près toutes les façons de trouver des talents, à peu près. Donc on va dire que Manon, c'est les réseaux sociaux, Lilian, c'est le terrain. Je ne peux pas aller voir le compter, mais pas loin. Et sans les réseaux sociaux, je n'aurais jamais rencontré Manon. Manon ne se serait jamais inscrite, elle n'aurait pas du tout eu la démarche d'aller se mettre sur MyTF1, vraiment pas. Et sans les réseaux sociaux, je n'aurais pas pu prendre le temps. Vous seriez passé à côté de pépites ? Je ne serais pas passé à côté, c'est eux qui seraient passés à côté de nous. Aussi, bien sûr. Non, parce que ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Et encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, comme Facebook, surtout Facebook, ça vous permet d'avoir une vidéo, d'avoir une coordonnée et une prise directe. Donc évidemment, comme tout le monde, j'ai mon petit lot d'insultes, même de menaces de mort. Oui, bien sûr. Je préfère rester dans l'histoire de Manon, là. C'est plus sympa. C'est beaucoup plus joli. Ouais. Mais et puis en plus, dès qu'il y a la diffusion d'une émission, alors aussi pour les comédies musicales, c'est encore différent, puisque là, je chasse, entre guillemets, plus des profils professionnels, beaucoup plus professionnels, comme des comédiens, des chanteurs, des danseurs, etc., ou les trois à la fois, puisque ça existe aussi maintenant en France. Dans ce cas-là, tous ces artistes-là ont des pages. Du coup, vous allez les consulter. Ah oui, et puis alors on fait tout et retout, et voilà.
Et ce que je retiens, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on est peut-être tous à utiliser cet outil comme un outil de promotion, de réaction ou d'humeur. Pour vous, c'est un véritable outil de travail, de sourcing des talents de demain qui vont, justement, qui eux publient des vidéos sur YouTube et autres. Vous, Pauline, ça vous inspire ou pas pour écrire des romans ou Twitter? Oui, quand vous regardez ce qui se passe, est-ce que ça vous donne un peu un panorama de la vie d'aujourd'hui? Non, je m'inspire plus de la vraie vie, de ce qui m'entoure, mon environnement et c'est même... pas la vraie vie? C'est pas la vraie vie Twitter? Non, moi ça m'a aidé à synthétiser mon écriture, vraiment. C'est-à-dire 140 caractères et pas un de plus, ça aide à se méfier des envolées lyriques et des fioritures. Mais moi je me suis désinscrite de Facebook il y a quelques mois. Grâce à Facebook, j'ai rencontré mon amoureux, donc ça, je garderai ça de Facebook. Mais c'est mieux que Mythique, en fait. Ouais, mais je trouve que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais tombée dans les dérives, moi, de Facebook, mettre les belles phrases en tant qu'auteur, et puis voir le nombre de likes, et puis être frustrée s'il n'y en a que 15, et puis me sentir très importante s'il y en avait plus de 200. Enfin, j'étais tombée un peu là-dedans, le mur des vanités. Un peu. Une dépendance. Ouais, mais ça alimentait un ego pas génial, et j'y passais des heures à regarder ce qu'il y avait de plus rigolo, puis moi à le remettre sur mon mur et même à me l'accaparer. Enfin, c'était pas très sain. Et je trouve que, en tous les cas, moi, ce que je fais de Twitter est beaucoup plus intéressant parce que d'abord, je trouve que c'est un merveilleux média quant à l'actualité et à la vitesse à laquelle l'actu nous arrive et à la vitesse à laquelle elle se propage. Je trouve ça parfois même déroutant. Et je m'arrête à ça, c'est-à-dire sur Facebook, je pouvais recevoir des mails de personnes que je ne connais pas, alors que sur Twitter, seules les personnes que je suis peuvent vous envoyer un mail directement. Et cette limite-là, moi, en tous les cas, pour moi qui suis un peu fragile et qui ai tendance à tomber justement dans des trucs pas très sain toujours, c'est vachement bien pour moi. Voilà, je m'arrête à ça, et je vois aussi, ça m'aide à voir un peu, parce que je me suis lancée pas dans une carrière, mais dans un engagement politique, ouais. Et ça m'intéresse aussi de voir comment réagissent les personnes dont les idées me sont totalement étrangères, comment ce qu'elles véhiculent comme message. Voilà, moi j'en fais vraiment un accessoire d'actualité, d'idées, et en aucun cas je n'irai poster des photos de moi en train de prendre mon petit déjeuner, de ma vie intime, jamais. C'est-à-dire que même sur Facebook je le faisais pas, mais surtout pas sur Twitter. Donc c'est une façon de vous informer. Ouais, vraiment. Sur tout ça. Vraiment. Vous retweetez beaucoup de choses aussi, on sent que les mais choses ça touche toujours à l'actu. Ouais. Ça touche à l'actu, ou alors à des coups de cœur, ou à parfois ça m'arrive d'écrire des pensées qui me viennent, mais ça a toujours un rapport à l'actu et jamais plus à ma vie intime et personnelle. Et je m'en porte bien mieux. Et est-ce que vous avez l'impression, justement, vous parlez de l'actu qui arrive comme ça à profusion partout, il n'y a pas une surinformation? On ne manque pas d'un tout petit peu d'analyse parfois et on prend les choses pour argent comptant quand on est sur Twitter? Évidemment, mais parfois... Même les critiques, hein. Non, ouais, mais enfin, moi j'ai été victime il y a quelques mois d'un truc hallucinant sur Twitter où c'est parti d'un tout petit, d'une info qui a été relayée après sur tous les médias de l'Obs au Monde, comme s'ils n'avaient que ça à faire de parler d'une affaire privée. Et là est le danger, je trouve, c'est cet effet boule de neige, moi, qui m'effraie un peu. Et c'est pas toujours vrai. Et il faut se méfier de la véracité. Même les journalistes, parfois, relayent des infos qui ne sont pas vérifiées. Mais après, c'est à nous de relativiser tout ça et mettre la distance nécessaire pour bien le vivre. Il faut un guide de bonne pratique, en fait, je pense. Oui, mais ce serait bien d'avoir un manuel de Twitter. Absolument. Pour vous, Alexia, vous êtes sur Instagram depuis récemment. Moi, j'adore aller voir vos photos. Ouais, moi j'aime bien Instagram parce que c'est très marrant parce que je poste quelquefois parce que je trouve que c'est un faire-part. Moi, ça me fait assez rire. Contrairement à toi, moi j'ai l'impression comme ça de rentrer dans la vie des gens et de mes potes, et j'aime bien voir les photos de mes potes et je trouve ça rigolo et je trouve ça simple comme consommation. Et après, je suis certaines personnes qui me fascinent dans leur vie. Cara Delevingne, c'est ça. Oui. Elle poste des trucs insensés. Le Noël de Cara Delevingne, j'ai l'impression de ne pas faire partie de sa famille, quoi. Et donc j'adore rentrer dans leur intimité. Ça m'amuse beaucoup. Et elle m'amuse beaucoup. Je suis par exemple un Coréen
qui est complètement frappadingue, et ça me fait rire, quoi. J'ai l'impression de rentrer dans leur univers. Donc c'est un statut qui est bizarre, parce que c'est un statut inverse, pour le coup, vachement de voyeurs et tout. Et en revanche, je suis très peu sur Facebook, parce que Facebook m'intéresse pas du tout, parce que, en fin de compte, ça a été le résultat d'une réflexion que j'ai eue avec mon petit cousin qui a 18 ans, et qui m'a dit, je me suis désinscrite de Facebook parce qu'il fallait surproduire sa vie. Et il y a ce côté-là, où d'un seul coup, vous regardez la vie des autres, vous dites, oh là là, mais il faut que je poste un truc incroyable, parce que franchement, ça a l'air tellement génial ce qu'il a, mon voisin. Et donc, tu surenchéris, donc ce qui fait que tu te mens à toi-même, tu mens aux autres sur ta propre vie. Ce que tu peux pas faire sur Instagram, fondamentalement, c'est une photo, donc c'est assez factuel. Et sur Twitter, en 140 caractères, sincèrement, tu peux pas raconter un roman sur ta vie. Donc, voilà, Facebook, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Et puis Twitter, je suis un peu comme toi, moi j'adore les humeurs, pour le coup. On en parlait, alors ça peut être dangereux, mais justement, je trouve que j'aime bien cette forme d'instantanéité très éphémère, d'un ressenti qui quelquefois vous échappe. Ce qui ne veut pas dire que moi, ça m'échappe, parce que déjà je fais beaucoup de fautes d'orthographe, donc le temps de vérifier les fautes d'orthographe, au final, en général, je n'en vois pas. Donc ça simplifie. Mais il n'y a pas encore de correcteur sur Twitter. Ah non, mais moi, c'est l'enfer. Non, mais sincèrement, je passe un temps à corriger mes fautes d'orthographe. Mais il y a ce côté, j'adore lire les humeurs des gens. Je trouve que c'est assez ludique, c'est très gai et ça peut être changeant. Enfin voilà, je trouve que bizarrement, ça n'a pas de gravité. Et c'est ça qui m'embête, c'est que moi, je le consomme comme ça, mais que pour autant... Et quand je t'entends, quand je vous entends, c'est vrai qu'il y a malheureusement des conséquences qui sont graves de quelque chose qui devrait être aussi léger que ce petit oiseau. Par exemple, moi j'ai envie d'avoir votre avis sur l'affaire Mélanie Laurent. Vous vous souvenez, quand même, elle a fait l'objet d'une campagne à décharge terrible, enfin charge. Tout ça parce qu'on avait fait un montage assez frauduleux, toutes ses interventions dans ses interviews, et ça la faisait passer pour une fille absolument détestable, odieuse, hyper prétentieuse, et on a eu droit à un énorme Mélanie Laurent bashing. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de truc? Comment on peut réagir face à ça? Elle n'a rien dit, évidemment, mais c'est quand même assez flippant de se dire que... Rien dire. Bien sûr. Elle a eu raison. Moi, comment ça me fait réagir? J'aime beaucoup cette femme. Donc, j'ai été... alors, ça a quand même eu un effet, c'est que je l'ai regardée et que je me suis dit, ah bon, elle est comme ça au final. Un peu de déception, quand même. Donc, ça veut dire que malheureusement, ça peut fonctionner, quoi. Voilà, je trouve que l'intelligence qu'elle a eue, c'est pas de répondre, de laisser couler, parce qu'il y a un avantage. Et on en parlait, c'est que ça va tellement vite au final qu'une information en cache une autre. Le truc après, c'est que dans ce cas précis, presque la plupart des télés ont relayé ce truc-là aussi. Donc ça continue à alimenter le truc en permanence et c'est difficile de s'en défaire. Il y a même des célébrités qui ont décidé de quitter les réseaux sociaux parce qu'elles n'en pouvaient plus. Je pense à Benjamin Biolay, qui, suite à l'affaire de Zaz aussi, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, Zaz qui avait dit que la période de l'occupation était plutôt une période légère. En fait, on n'a pas tellement compris ce qu'elle voulait dire. Bon, après, on peut comprendre. Je ne pense pas qu'elle voulait dire ce qu'on lui a prêté, en tout cas. Exactement, certainement pas. Et du coup, Benjamin Biolay réagit. Il se prend un tollé, d'insultes, tout ça, c'était l'enfer. Au final, il dit, moi, c'est terminé, je m'en vais. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous arriver, ça? Est-ce que vous pouvez décider du jour au lendemain, parce qu'il y a un truc comme ça, allez, moi, c'est fini, c'est tellement la plèbe que j'arrête? Sandrine. Non, moi je pense pas. Après, on peut contrôler aussi de poster, de ne pas poster, d'y être beaucoup, d'y être peu. Moi, je suis pas sur Facebook. Il y a 150 000 comptes à mon nom, aucun le mien. Donc c'est assez marrant parce que j'ai envie de tiens, je t'ai posté un message sur Facebook, mais c'est pas moi. Et puis sur Twitter, on peut quand même contrôler. C'est-à-dire qu'on est quand même responsable de ce qu'on dit. Alors certes, on peut être dans l'humeur, dans la réaction, mais à partir du moment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alexia, où t'es une image publique, tout ça, et surtout pour nous qui faisons de la télé, qui suis une animatrice, donc par principe apolitique, consensuelle, c'est compliqué voilà. Donc je reste à des choses quand même assez qui concernent mon métier et je contrôle parfaitement ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je réagis pas quand j'ai des fans qui me disent des choses gentilles avec le cœur en disant c'est adorable et que ça me touche beaucoup, mais c'est pas ma place et c'est pas mon rôle, en tout cas pas comme ça. Si je décidais par exemple de me lancer dans la politique, ce qui pourrait arriver un jour, je ne pense pas que je ferais des annonces sur Twitter d'abord, voilà. Donc, à partir du moment où on a le sentiment de le contrôler, de contrôler sa parole et de prendre du recul sur ce qu'on reçoit, parce que là, je vous dis pas sur les posts de Je suis Charlie ce que j'ai pris, et juste d'avoir posté la photo Je suis Charlie, j'ai eu des messages de haine, des messages terribles. Heureusement, là encore une fois, que j'ai de la bouteille, que j'ai du recul et que j'ai des choses comme ça, parce que ça pourrait faire quitter effectivement Twitter. Mais non, moi je continue à être sur Twitter et je mesure mes paroles et j'aime les gens qui m'aiment et je suis ravie d'avoir tous ces posts, voilà.
Donc, par exemple, la politique de Robbie Williams, qui est de tout montrer pour avoir la paix. Non, c'est pas, notamment l'accouchement de sa femme. Oui, mais c'est marketing, voilà, ça fait. Moche la photo, c'est ça le problème. Mais Il y voilà. a des vidéos aussi. Ah bon, j'ai pas vu la vidéo. Mais ça, c'est ça comme à lui, et voilà, et c'est drôle, on n'aime pas, mais non, et on n'est pas à poil sur Twitter, hein, on a quand même la maîtrise, on n'est pas, on a quand même le contrôle de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit, et je pense que. Voilà, je pense qu'on peut le maîtriser aussi et faire attention. Après, on peut se prendre des boomerangs et des retours de flammes, mais bon. Donc du coup, Sandrine, vous répondez oui. à ceux qui vous aiment. Oui. Et vous ne répondez pas à ceux qui vous insultent. Ça m'est arrivé de répondre à des gens, à des insultes, et puis ça a pris des proportions pas possibles. Parfois, c'est impossible de ne pas répondre. Oui. Mais maintenant, là, je vous dis, je ne citerai pas, mais j'ai pris des trucs horribles où j'avais envie de... Voilà, je dis, bon, bah, c'est pas grave, voilà. Et puis, comme disait Alexia, une info, on en balaye une autre, il se passe autre chose, tac, 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 c'est... Voilà. Même si on l'a dans un coin de sa tête, j'ai fait bloquer des gens, déjà, sur Twitter, notamment pour des propos racistes, pour des propos antisémites, des choses comme ça. Voilà, je prends le bon, et voilà, je prends le bon. Ouais, parce qu'on pourrait presque se dire que Twitter, comparativement à Facebook, est un peu moins vigilant, parce que Facebook a quand même une politique hyper stricte. Et je me souviens notamment de campagnes juste pour l'allaitement. Dès qu'on voyait un sein d'une femme, c'était systématiquement retiré de Facebook. C'est vrai que Twitter, parfois, laisse un peu place à un... À partir du moment où vous signalez qu'il y a plusieurs personnes qui signalent des comptes, les comptes sont bloqués. Hein. Ouais. Alors, mais ça prend un peu de temps, parfois, oui. Alors, je voulais revenir sur le cas d'Anthony, parce que, bon, Anthony, je ne voudrais pas nous vexer, mais c'est le plus jeune d'entre nous. Donc, il a un petit peu né aussi avec les réseaux sociaux. En tout cas, tu les as vus grandir aussi. Tu as été donc candidat pour The Voice. Donc, tu as vécu le second... Pardon ? Talent pour The Voice. Donc, tu as vécu la problématique du second écran dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens commentent en live tout ce qui se passe. Et bon, moi, la première aussi, tous les samedis soirs. C'est ce qui fait la beauté aussi de Twitter, c'est que c'est immédiat. C'est direct, il se passe un truc, soit c'est un phénomène, soit c'est rien, soit ça passe pas. Mais oui, j'ai vécu ça pendant The Voice. Et comment tu faisais, par exemple ? Tu avais ta prestation, est-ce qu'après, tu allais voir immédiatement ce que les gens avaient pensé sur les réseaux sociaux de ce que tu avais interprété ? Comment ça se passait ? Au début, oui. Puis après avoir reçu beaucoup de conseils de ne pas aller tout de suite après, de prendre recul et tout ça, j'ai décidé Les conseils de Sandrine et Alexia et Pauline. J'ai eu des conseils similaires. Moi, je suis quelqu'un qui malheureusement se vexe facilement. Je réponds pas, mais ça me vexe facilement. Je tiens beaucoup à mes valeurs et à l'honnêteté et tout. Et quand quelqu'un touche à ces valeurs, je suis vraiment vexé. Après, je le dis pas, je réagis comme j'aimerais que les gens me voient réagir. Et surtout, par exemple, j'ai eu l'anecdote aussi avec Jennifer en demi-finale. Je suis sorti en demi-finale, pour les gens qui ne sont pas au courant. On pensait que tu étais encore, en fait. Tu vois. Et le public avait voté pour moi à peu près 60%. Et Jennifer avait accordé 35 points à Olympe, des 50 points. Et du coup, j'ai perdu à 0,7 points. Et ça a fait toute une polémique sur les réseaux sociaux. Ça a fait une polémique au Liban, parce que le Liban suivait ma participation. Et je suis allé voir sur Twitter et Jennifer recevait beaucoup de messages de haine, de menaces. Il parlait de son enfant. Et moi, ça me vexait vraiment. Et du coup, j'ai dû, moi, personnellement, poster un message à tous les fans et à tous les Libanais, surtout, et tous les gens qui réagissaient, que j'aurais pas aimé que vous réagissiez comme ça, et c'est pas du tout ce que moi je pense, donc soyez respectueux. Elle a fait son choix, après on verra ce qui se passe avec moi plus tard. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. Parfois les gens, comme elle disait Sandrine, c'est qu'ils te cherchent vraiment, mais ils savent qu'est-ce qui fait mal, et ils partent direct au truc qui fait le plus mal. Et le nombre de fois où je commence à écrire un truc, puis je me dis non, laisse tomber, et j'efface. Parce que le moment où tu réponds, ça part en... C'est ce qu'on appelle les haters, qui sont juste là que pour ça aussi, ou les trolls qui mettent le verre dans le fruit. Les réseaux sociaux, après, je suis pas d'accord qu'on peut pas contrôler, surtout sur Facebook. Facebook, je pense qu'il y a beaucoup d'options. Après, ils ont du mal à partager l'information, mais sur Facebook, on peut vraiment être privé. On peut vraiment bloquer tout. On peut ne pas laisser les gens nous envoyer des messages s'ils sont pas amis. Ils peuvent pas voir nos photos. Ils peuvent pas... Moi, j'ai mon compte privé où j'ai vraiment 120 amis, mais 120 amis. Je connais chacun personnellement, et j'ai ma page où il y a plus que 80 000 likes, où c'est pour les fans.
Mais c'est des choix après à faire. Chacun communique comme il aime communiquer. Moi, par exemple, pour Je suis Charlie, même si ça m'avait touché, ça m'a vexé, ça m'a rappelé malheureusement des incidents que j'ai vécus au Liban, j'ai préféré ne rien dire parce que je sentais que si je mets la photo, je vais recevoir des trucs. Si je ne dis rien, j'ai reçu des trucs quand même, sans rien dire. Et puis ça change pas fondamentalement ce que tu penses. T'as peut-être pas forcément envie d'afficher voilà, des choses. Moi, je voulais juste que la crise passe. Je voulais prendre du recul. Je voyais des bêtises partout. Je voulais pas faire partie de ce clash de ah bon, alors t'es comme ça, ou t'es avec lui, ou t'es avec. J'ai mon avis et j'ai préféré ne pas la partager. C'est un choix après. Bien sûr. Mais ils respectent pas le choix. Ils respectent pas le choix. C'est que si tu t'exprimes pas, tu dois t'exprimer. Et les gens oublient que juste parce qu'on est connu ou on est des célébrités, ça nous rend pas moins humains. Et du coup, on lit ce qui est en train d'être écrit et ça nous touche comme si quelqu'un t'aurait dit pareil. Mais ce qui est paradoxal, Anthony, c'est que ce qu'aiment les gens aussi en suivant des comptes comme les vôtres, c'est justement que vous apparaissez comme des gens normaux, enfin, tu vois, humains, qui ont aussi des coups de gueule, des coups de cœur, qui ont envie de dire des choses et tout. Donc c'est là aussi tout le paradoxe avec ces réseaux. Il y a toujours des gens adorables qui aiment ce côté. Tu dis beaucoup je t'aime sur les réseaux. Merci. Et qui d'ailleurs sont moi j'aime beaucoup réagir avec eux. Moi j'adore à un moment donné sans qu'ils s'attendent pas du tout. Je rentre et je réponds à tout le monde et personne. J'annonce pas que je vais répondre aux gens. Je commence à répondre. Je fais des blagues. Là récemment j'ai fait un compte. D'ailleurs c'est dommage qu'on n'en parle pas parce que Snapchat et Vine ça commence à prendre aussi beaucoup d'ampleur. Je savais pas donc j'ai vu. J'ai dit c'est quoi Snapchat. J'ai fait un compte Snapchat pour les fans et 2 secondes après j'avais des tonnes et des tonnes de requests sur Snapchat et franchement ça m'amuse. Les gens m'envoient. Après je reçois des photos un peu bizarres parfois, je vous avoue, mais ça c'est pour eux. Ça. Non mais après moi j'envoie des photos. Aujourd'hui avant de venir j'étais à Disney, j'ai mis une photo, je suis à Disney, je fais des bisous et tout ça. Donc des bisous à Michael. Moi le problème que j'ai quand même fondamentalement avec les réseaux, c'est que je trouve ça chronophage quoi. Moi, je trouve que ça prend trop de part. Alors, je vais avoir un point de vue très de productrice. Alors, oui, c'est important. Oui, les diffuseurs vous en parlent. Oui, on vous dit le second écran. Oui, tout ça. Néanmoins, moi, je suis jugée sur, à la fin, et toi aussi, sur le nombre de téléspectateurs qui seront devant leur télé. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve qu'ils mettent tant de temps, tant d'énergie, parce que justement, si on veut maîtriser, ça suppose d'avoir une réflexion, un peu de recul, de se dire ah, est-ce que je l'écris comme ça, donc, tout ça, ça vous prend 5 minutes. Et alors, moi, 5 minutes, je vous jure que j'ai envie de faire autre chose de ces 5 minutes-là. Donc, c'est ça je pense que moi, le vrai problème que j'ai, et quand tu me dis voilà, il faut aller sur Snapchat, etc. Donc oui, tu as raison. Rajoute 2. Mais alors, si tu te rajoutes tout ça, mais t'en peux plus. Donc, ce qui est pratique avec Instagram, c'est que tu peux poster, puis tu peux poster partout. Donc, exactement. Ça, c'est vachement pratique. Mais du coup, Alexia, puisqu'on parlait de la productrice que vous êtes, quand vous décidez de mettre en place des programmes, est-ce que cette stratégie réseaux sociaux pour les candidats ou autres qui sont dans les émissions, ça fait partie intégrante de la promo? Est-ce que c'est un truc qui voilà, d'emblée... Ça dépend des émissions. Par exemple, j'ai une émission qui marche extrêmement bien en termes d'image et d'audience, qui est sur France 4, où j'ai exactement 3 tweets par émission, ce qui est quand même, je pense, le record le plus pourri de toutes les émissions de télévision. Et pourtant, l'émission fonctionne très bien. C'est juste la thématique que le public, c'est sur les animaux. Et donc, c'est une quotidienne quand même. Et une grosse communauté, surtout. C'est une grosse communauté. Non, mais ça marche vraiment très bien. Et personne ne tweet. Et inversement, évidemment, j'ai les Ch'tis Marseillais. Et là, pour le coup, c'est un truc de dingue. Et parce que ça fait partie de la cible. Parce que eux ont une forme justement de spontanéité qui nourrit vachement ça, parce qu'ils ont du temps, donc ils y consacrent beaucoup de temps, donc ils sont très actifs, parce qu'ils n'ont pas peur d'attaquer et d'être attaqués. Donc tout ça fait que sur ce type de programme, on a une réflexion, quelquefois aussi pour les protéger. Par exemple, on va être très clair, quand il est arrivé l'histoire de Nabila, je les ai tous appelés, je leur dis maintenant, vous ne dites rien. Ça, c'est pour... Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Faites attention. Tout tweet, toute expression sur Facebook pourrait être mal interprétée. Donc, vous vous taisez.
Donc c'est sur ce type de programme, oui, on a une réflexion de communication parce que les deux cibles se rencontrent. Maintenant, on va être très clair, il y a des programmes qui ne s'adressent pas du tout aux cibles qui sont sur les réseaux sociaux, et pourtant on fait des succès d'audience. Et c'est pas parce qu'on n'a pas, je vous donne l'exemple de France, je vous dis, c'est pourri, 3 tweets. On est monté à 8, un jour on s'est envoyé des félicitations. Il faut faire attention, voilà. Moi, en tant que productrice de télévision, je ne veux pas passer trop de temps parce que je ne serai pas jugée là-dessus. Ça paie mal, parce qu'on va être très clair actuellement, le marketing des réseaux sociaux, c'est pas là où on gagne de l'argent. Donc moi, j'ai une société, donc je suis là aussi pour gagner de l'argent. Donc voilà, j'ai un peu plus de recul que certains diffuseurs qui, à un moment, ont un peu pété les plombs avec ça. Bah, du coup, on arrive à la fin de cette table ronde. Moi, je voulais juste qu'on conclue avec une phrase à retenir de chacun d'entre vous sur voilà, les do's et les don'ts, les fameuses guidelines qu'on a envie de mettre sur les réseaux sociaux. En une phrase, pas 140 caractères, hein, je ne vais pas vous challenger là-dessus, ni avec ou sans faute d'orthographe, on s'en fout un peu. Mais voilà, s'il faut retenir... on ne sait jamais. Malgré que, il faut que je voie, ça peut le faire aussi. Mais du coup, voilà, Pauline, on peut peut-être démarrer avec vous. S'il y a un message à faire passer pour ceux qui auront envie de se lancer comme ça ou de penser que les réseaux sociaux font partie intégrante de la promotion d'une personnalité, vous diriez quoi? Je dirais... prudence, créativité et audace. C'est bien résumé. Hein. Faut faire. Allez. Je ne sais pas s'il y a un fascicule sur tweeter pour les nuls, mais je conseillerais à quelqu'un de le lire. Moi, je dirais que c'est un outil formidable pour l'immédiateté, effectivement, pour la réponse et pour la réactivité, mais voilà, de le prendre, de tweeter, mais tweeter avec recul. De ne pas oublier de vivre. Oui, et pas d'aller regarder les voisins qui font des crêpes. De tout faire par procuration, quoi. Voilà, c'est tout. Très bien. Enfin, moi, la vie de Cara Delevingne, j'aime bien par procuration, hein, je te le dis. Anthony? Moi, je pense que je vais être plus direct. Je vais dire ne dites rien que vous ne pouvez pas assumer à 100%. Et ne retenez rien qui n'est pas worth être retenu. Utile, c'est ça? Donc qui ne mérite pas d'être retenu. Ah voilà, je crois qu'on a des philosophes en fait dans la keynote. Bravo, moi j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. J'ai appris plein de trucs, je vais faire super gaffe maintenant quand je vais tweeter et surtout tweeter cette keynote. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses. Ah oui, si, je voulais conclure quand même avec un truc que Sandrine m'a dit. Vous n'avez pas assez insisté sur cette belle histoire parce qu'on a parlé des trucs négatifs, mais c'est vrai que cette rencontre avec Marine, elle est quand même dingue. Oui, c'était une petite tweetos sur la saison 2 de Danse avec les stars que je trouvais rigolote, je trouvais sympa, que je trouvais mignonne. Donc j'avais engagé une conversation avec elle parce que je parle beaucoup. Pareil, moi je me fais des sessions parfois d'1 heure ou 2 où je réponds à tout le monde. Et puis elle est venue à Paris pour Danse avec les stars. On avait des rencontres justement avec nos tweetos. Et ce jour-là, Marine n'était pas là alors qu'elle était prévue qu'elle vienne. Et bon, elle a eu un problème assez sérieux, donc elle n'a pas pu venir. Donc voilà, pensant la rencontrer ce jour-là, je me suis mis en relation avec ses amis, sa famille, et puis on m'a donné des nouvelles, et puis de fil en aiguille, j'en ai pris. Et quand elle est venue à Paris, je l'ai rencontrée, et puis je suis allée la voir chez elle, et puis elle est venue chez moi, et voilà. Et c'est une fille super, vraiment, qui est dans un univers qui est complètement à l'opposé de la télé, qui est pas du tout quelqu'un qui se la raconte, qui va mettre ça en avant, et c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'avoir fait entrer dans le cercle de ma famille, c'est que voilà, c'est une chouette personne, et c'est une belle histoire. Ça va plaire à Bruno, hein. Comme quoi la virtualité a donné lieu Ouais. à une réalité. Et ça se passe aussi comme ça Voilà. sur les réseaux entre vous. Et je l'embrasse très fort, ma petite Marine. Moi, j'espère qu'il regardera juste la keynote. Mais moi, sur mon Twitter, il y a marqué que ce que j'écris n'engage que moi et n'engage pas la société pour laquelle je travaille. Donc, c'est déjà une information qui est importante. Et après, nous, en l'occurrence, on a une sorte de formation, oui, qui était assez intéressante. Alors, c'était pas une formation dans le sens qu'est-ce que vous pouvez dire ou ne pas dire, etc. C'était plus globalement sur ce métier-là, comment ça fonctionnait et quand même le fait qu'il fallait faire attention. En l'occurrence, on l'a fait avec Cyril Hanouna, c'était hyper drôle. On était tous les deux, on était vraiment les deux mauvais élèves. Et ça a été très instructif et très intéressant. Donc c'est pour ça que je dis que s'il y avait un bouquin, un fascicule, au final c'est comme un média, donc il faut apprendre un petit peu. C'est pas, je pense que quelqu'un qui débarque, c'est pas toujours simple. Mais toi, je pense que t'es pas.
tu es plus indépendante que... Oui, moi, je suis indépendante. On n'a pas eu de formation chez TF1, par exemple. On nous laisse complètement toute liberté pour nos tweets. Et encore une fois, nos tweets n'engagent que nous et pas la chaîne pour laquelle on travaille. Donc, c'est assez bien assimilé pour tout le monde et on n'a pas de mise en garde. Parfois, la chaîne, si par exemple, je dis n'importe quoi, on a enregistré une émission, on ne sait plus trop quand elle est diffusée, il y a un petit coup de fil, on dit, tu sais que dans une semaine, tu as l'émission où tu es invité, machin, fais un petit tweet si tu veux sur l'émission. Voilà, ça se limite à ces choses-là que nous demande la chaîne. Sinon, on a toute liberté. Et Anthony, par rapport à la maison de disques, c'est le même genre de choses? Alors, par rapport à la maison de disques, non. On est assez indépendant de la maison de disques. Par rapport à l'émission, pendant l'émission, il y a des choses auxquelles on doit faire attention. Je peux penser à un exemple qui est un peu drôle, c'est que pendant l'émission, j'avais envie de faire un gage avec d'autres talents de l'émission et essayer de placer le mot Nutella, parce que je suis grand fan de Nutella, dans une phrase ou dans un reportage ou dans un truc comme ça. Et la production a su, je sais pas comment, qui a dit, je sais pas comment ils ont su, mais ils m'ont dit en gros, tu peux pas faire ça et que déjà c'est de la pub et que t'as pas le droit de faire la pub, même si c'est mon compte. Et je pouvais le faire quand même. Mais ouais, j'ai fait le bon choix et je ne l'ai pas fait. Il y a des valeurs après. Et je pense que votre question est intéressante au niveau des CEO. Je me suis toujours posé comment on dit CEO, les présidents. Genre, si Steve Jobs il était encore vivant, je pense que c'est plus dur de se détacher de Apple quand ils tweetent un truc. Et je me suis déjà posé la question, je me suis dit comment ils font pour ne pas affecter directement les stock market et tout ça. Oui, tu as raison. Ça, pour le coup, tu as des enjeux financiers qui sont des analystes. Ouais, parce que les gens, je pense pas qu'ils savent vraiment... La com aussi. Ouais. Je pense qu'ils sont très encadrés, qu'ils ont des médias training pour ce genre de choses aussi, et qu'ils disent pas... bien sûr, bien sûr, complètement. Une autre question? Ouais, c'est sur une certaine cible, sur en plus un moment. Donc, ramener tout ça, il faut relativiser. Après, moi, j'aime bien, en l'occurrence, quelquefois lire les commentaires, je trouve ça rigolo. Voilà, c'est des petits messages. Enfin, au final, les messages en bas des écrans, ça existait depuis des années et des années. C'est juste que, voilà, c'est transmis. Hein. Voilà, c'est transmis d'une autre manière. Je dis juste que notre métier, c'est aussi de faire de la télévision et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'y est pas encore. C'est pour ça que je vous dis qu'au moment où je vous parle, je ne suis pas jugée là-dessus. Mais je suis intimement persuadée qu'il y a des émissions, il y a des diffuseurs qui regardent les commentaires pour décider d'une orientation ou on le sait bien, par exemple, sur les séries télé. On va parler d'un qui génère pas mal de tweets. Il y a des personnages qui vont être gardés ou pas, ou améliorés, changés, etc. Donc évidemment, maintenant... Voilà, moi je compte plus mes téléspectateurs que le nombre de tweets, c'est tout. Oui, bien du coup on va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir... non, mais merci à vous.